Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette réunion d'échange et d'information autour du travail dont on sait que c'est devenu une des préoccupations centrales des employeurs comme des employés et même comme de l'État. Alors nous allons évoquer ce sujet avec Madame Sophie Thierry qui, avec Jean-Dominique Sénard, a été rapporteur, garant, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire garant, alors disons rapporteur des travaux des Assises du travail qui elle-même était un atelier créé dans le cadre du Conseil national de la refondation. Alors, Madame Sophie Thierry, comme vous le savez, est présidente de la commission emploi-travail du CESE, désignée par la CFDT, si ma mémoire est exacte, et elle est également directrice de l'engagement social à AESIO, c'est-à-dire la puissante mutuelle santé du groupe AEMA. Voilà, Madame Thierry, vous allez avoir la parole maintenant pour 45 minutes, après quoi, eh bien, vous serez livré à la salle qui vous posera certainement un très grand nombre de questions. En tout cas, sachez que l'Institut d'Hydro, vous êtes très reconnaissant de venir nous présenter les travaux que vous avez présidés. Merci. Écoutez, c'est moi qui suis vraiment très flattée et honorée d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet du travail. Donc, je pense que c'est important de dire de où on parle quand on s'exprime sur un sujet. Donc, vous avez eu tout à fait raison de rappeler cet engagement depuis 2015 au Conseil économique, social et environnemental, où je préside la commission travail-emploi. Et si je suis depuis 6 ans donc en charge de la RSE chez AESIO, auparavant, j'ai travaillé 10 ans au ministère du Travail sur les politiques d'emploi, de formation et de travail. J'ai travaillé pendant 5 ans à la Confédération CFDT, effectivement, sur les négociations collectives, sur le travail, sur l'emploi et surtout sur les règles de la négociation collective. Et puis, et donc pendant 12 ans, j'ai rejoint Nicole Notat quand elle a quitté la CFDT et j'ai travaillé pendant 12 ans avec elle à l'agence Vigeo, une agence de notation sociale qui innovait dans le sens où elle lançait en France le principe de la notation extra-financière à laquelle maintenant nous sommes tous rompus, mais en 2003 c'était quelque chose d'assez nouveau et tout était inventé, que ce soit les standards, de quoi on parle quand on parle de RSE, de notation extra-financière, ou que ce soit l'aventure entrepreneuriale que représentait la création de cette agence. Tout ça pour dire que le travail, je l'ai vu du côté des politiques publiques quand j'étais au ministère du Travail, je l'ai vu du côté des partenaires sociaux dans les négociations, et je l'ai vu et audité même dans une quarantaine d'entreprises pendant que je faisais de l'audit et du conseil en allant interroger sur ce sujet du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aussi bien les dirigeants, les DRH, les salariés, les représentants du personnel, les managers. Voilà. Et puis, depuis 2015, au CESE. Donc, c'était avec un grand bonheur que j'ai accepté la mission d'être co-garante. Alors, c'est encore pire que garant, co-garante avec Jean-Dominique Sénard de ce rapport. Alors, je sais que vous allez bientôt le recevoir. Il ressemble à ça. Vous voyez, c'est petit et vous verrez à l'intérieur, c'est très aéré et plein de chiffres. On a voulu que ce rapport soit facile à lire, facile à s'approprier, mais on a aussi vu qu'en réouvrant le sujet du travail, je vais revenir sur ce sujet de réouvrir ce sujet, en fait c'était comme une sorte de boîte de Pandore et qu'il y avait un tas de contributions, un tas d'acteurs qui avaient des choses à dire sur ce sujet du travail. Donc sur le site internet, vous pouvez trouver ce rapport, mais vous pouvez trouver aussi les annexes qui comportent, elles, 133 contributions, les conclusions de 5000 personnes qui ont répondu à une plateforme de consultation, des comptes rendus de douzaines de travaux. Donc tout ça pour dire que c'est un petit rapport, mais que derrière, pendant 3 mois de ces assises, nous avons eu vraiment une grande matière. Ce que je vous propose dans cette première partie de présentation, qui précède la partie d'échange, c'est de vous peut-être de dire de quoi on parle quand on dit parler du travail, de vous dire pourquoi le travail semble avoir pris une place centrale dans le débat national,
Et puis ce qui sera le cœur du propos, c'est autour des 4 axes qui sont les 4 axes de proposition dans le rapport, de regarder 4 dimensions en particulier sur lesquelles il y a des attentes qui semblent s'exprimer dans la société autour du travail. Et puis enfin, peut-être compléter avec quelques aspects qui ne sont pas traités dans ce rapport, mais qui me semblent pour autant très importants avant de conclure. Alors, pourquoi ça redevient un sujet central ? D'abord, vous l'avez vu que c'est devenu un sujet central, notamment à l'occasion de la contestation de la réforme des retraites, où vous avez entendu beaucoup de paroles qui vont dire qu'il aurait fallu qu'on parle du travail avant qu'on parle des retraites. Le sujet qui mobilise tout le monde, ce n'est pas la retraite, c'est plutôt le travail. Ce n'est pas travailler ou pas travailler, travailler plus longtemps ou pas travailler plus longtemps, c'est comment travailler, quelles conditions de travail, quel sens au travail, quelle finalité du travail. Et tous ces questionnements ne sont pas forcément complètement nouveaux, mais la crise du Covid les a mis en exergue, a accéléré un certain nombre d'évolutions qui étaient en cours et qui ont fait que le rapport individuel au travail a pu s'exprimer. Quand les congés payés sont créés, en 1936, quand on crée les congés payés, l'idée, c'est pas simplement qu'il faut que les gens se reposent, c'est aussi de donner du temps aux gens pour penser, pour se penser, pour penser leur vie, pour penser leur travail. Et ça change quelque chose du rapport au travail. Là, toute la population a été confinée et elle a eu le temps de penser son rapport au travail, de penser sa vie au travail et le travail dans sa vie. Et ça a accéléré effectivement des modifications qui étaient déjà en cours. Et d'ailleurs, donc, on voit qu'effectivement, il y a eu ce CNR Travail où on nous a demandé de reparler de ce sujet. Mais il y a un tas d'études qui sont en train de chercheurs qui ont continué à être sur ces sujets, et puis un tas de colloques, d'ouvrages sur ce thème. Le CESE a fait une grande journée le 10 mai dernier, ça s'appelait « Le travail dans tous ses états », avec une vingtaine de chercheurs, avec les numéros 1 des organisations syndicales et patronales qui sont venus témoigner sur ce sujet. On voit que ça reprend une place centrale. Alors, quand je dis ça reprend une place centrale, je parle bien du travail et non pas de l'emploi. Et ça, c'est quand même la différence majeure. Ça fait 40 ans qu'on parle de l'emploi et qu'il y a en France des politiques d'emploi. C'est-à-dire le sujet, c'est avoir un emploi ou ne pas avoir un emploi. Avoir un emploi en CDD, avoir un emploi en CDI, avoir un emploi bien rémunéré. C'est la question de l'accès à l'emploi. C'est normal, 40 ans de chômage de masse, la préoccupation des acteurs publics, la préoccupation des partenaires sociaux au niveau national comme dans les branches, comme dans les entreprises, c'est permettre à chacun d'avoir un emploi. Parce que ça, c'est le quotidien de chacun. Quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas la même vie que quand on a un emploi, et toutes les politiques se sont focalisées là-dessus. Mais elles n'ont pas parlé du travail. Le sujet, c'est avoir un emploi ou pas avoir un emploi. C'est pas pour faire quel travail, dans quelles conditions. Est-ce que ce travail a un sens ? Comment est organisé ce travail ? Est-ce que ce travail est reconnu ? Est-ce que ce travail est fait dans des conditions qui permettent la santé, l'épanouissement ? Ou est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir un emploi ? Et donc, ça fait 40 ans qu'on parle de politique d'emploi, mais ça fait 40 ans qu'on ne parle plus du travail. Et c'est pour ça que quand on dit le travail redevient un sujet central, c'est pas qu'on n'en parlait pas d'emploi, mais on ne parlait pas de travail. Et donc, c'est du travail dont il s'agissait de parler, et c'est la commande que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, nous a fait à Jean-Dominique Senard et moi-même le 2 décembre dernier. Et donc, je crois que je dois avoir... Voilà. Le 2 décembre dernier, il nous a demandé de rendre un rapport d'organiser un grand débat national autour du travail avec 3 axes principaux. Le rapport au travail qui change, la santé et la qualité de vie au travail et la démocratie au travail. Voilà 3 thèmes sur lesquels on ne parle pas, et vous allez voir que, effectivement, par exemple, sur les sujets de santé au travail, c'est un thème qu'on pense être derrière nous, alors même que ce qui arrive devant nous est assez terrible.
Voilà, donc on avait ces 3 thèmes-là, et on avait 2 mois, donc, qui sont devenus 3, puis 3 et demi. Bref, nous avons rendu le rapport le 18 avril. Sincèrement, avec Jean-Dominique Sénard, on s'est dit que c'est impossible à faire en 2 mois, et on a tout fait pour avoir un peu plus de temps, parce que dès que ça a été su qu'il y a... Et pourtant, c'était pas très très connu, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit lancement au CNAM avec un petit peu de presse, mais le calendrier a fait que contestation de la réforme des retraites, c'était plus possible, ni pour le gouvernement, ni pour tous les acteurs qui ont participé à ces assises, d'aller crier haut et fort qu'ils étaient en train de discuter de ce sujet. Ça venait trop percuter le mouvement de la réforme des retraites. Mais du coup, le fait d'être un peu sous les radars, ça nous permet d'avancer assez sereinement. Et donc, il y a une centaine de personnes qui ont été associées à ces groupes de travail, avec des permanents et puis des personnes auditionnées occasionnellement de tout horizon. Et voilà. Et donc, le 18 avril, on a rendu. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu une tonne de propositions qui ont été faites. On a eu plus de 500 propositions concrètes qui ont été faites pour améliorer le travail, la démocratie au travail, les conditions de travail, certaines complètement contradictoires, hein, les unes avec les autres. Et donc, en 2-3 mois, il n'était pas question pour nous de faire une négociation. Donc, on a été plutôt sur ce qui nous semblait être les thèmes essentiels. Ce sont nos 4 axes. Et nous avons fait 17 préconisations. Et donc, moi, ce que je vais vous présenter, ce sont des réflexions autour du travail qui tournent autour de ces 4 axes. Pardon, c'est là. Alors, d'abord, juste avant, peut-être, un mot sur le terme, sur le titre. Le titre « Reconsidérer le travail », c'est un peu la conclusion, la synthèse, en fait, de l'ensemble de ce rapport. C'est que le besoin aujourd'hui, donc après 40 ans de débat sur l'emploi, mais aussi après les chocs qu'ont pu provoquer pour chacun d'entre nous et pour les organisations du travail, le confinement, le sujet, c'est vraiment de reconsidérer le travail. C'est-à-dire repenser l'objet travail, de quoi on parle quand on parle du travail. Et on va voir que ce n'est pas simplement le travail salarié, mais c'est peut-être même pas seulement le travail rémunéré. Il y a peut-être d'autres formes de travail à savoir considérer et prendre en compte aujourd'hui. C'est repenser le travail qui est différent dans sa nature, dans son organisation, dans des perspectives d'évolution qui changent. Et puis, surtout, c'est reconsidérer le travail qui est fait. C'est-à-dire que chacun, quand il travaille, son travail soit vu, reconnu, participant à une œuvre collective et dont il a connaissance et où on reconnaît sa participation à cette œuvre collective. Ça paraît assez basique ou enfoncer des portes ouvertes, mais ce sujet-là est apparu comme le sujet central sur lequel on retombait, quels que soient les fils qu'on tire, on retombait sur ce sujet. Et donc, reconsidérer le travail, c'est vraiment le point de travail dans ces différentes acceptations. Alors, avant de rentrer dans les 4 axes, je voudrais juste balayer rapidement les grandes tendances qui, aujourd'hui, font que le travail est en train de se transformer radicalement. On n'est pas dans une situation post-crise sanitaire, et on va bientôt revenir à un modèle d'avant, pas du tout. On est en train de vivre des transformations radicales. J'en cite 3, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ça me semble, après toutes les études vues dans le cadre des assises ou au CESE, ça me semble être les 3 dimensions essentielles. La première, c'est l'environnement, bien évidemment. Je ne sais pas si on peut parler d'une transition écologique. Là aussi, je pense qu'il faut plus parler d'une transformation de la société pour tenir compte de l'impact environnemental. On va consommer autrement, donc on va produire autrement, et donc on va travailler autrement. 2022 a été une année avec 3 voire 4 vagues de canicules intenses, pour ne parler que du sujet de la chaleur. Tout le monde l'a ressenti au travail. Tout le monde. Bien évidemment, les métiers de l'agriculture, bien évidemment, les métiers du bâtiment et des travaux publics pour lesquels on imagine, on visualise tous très concrètement le type de difficultés, mais bien évidemment aussi le tertiaire. Bien évidemment, dans les bureaux,
quand c'est la canicule, les gens ne dorment pas la nuit, qu'ils soient salariés, managers, dirigeants, clients, usagers, patients. Et donc forcément, les relations interpersonnelles sont beaucoup plus compliquées. Et les risques psychosociaux augmentent fortement. Donc c'est juste à titre d'exemple, mais je peux donner l'exemple des enseignants qui sont face à comment je fais classe dans une salle où il fait 35 degrés dans la salle de classe et où je n'ai pas les rideaux parce qu'il n'y a pas de rideaux aux fenêtres dans ce bâtiment-là. Et comment on fait pour faire classe? Et tous les profs ne peuvent pas descendre en même temps dans la cour, dans le préau. Voilà, donc le sujet de la canicule a déjà impacté aujourd'hui fortement. Ça veut dire qu'il faut repenser, pourquoi pas, des horaires de travail, des équipements de protection individuelle. On a vu aussi, par exemple, dans le secteur du bâtiment ou dans l'industrie, des gens qui enlevaient leurs équipements de protection individuelle parce que ce n'était pas compatible avec la chaleur. Je donne des exemples qui sont un peu anecdotiques, mais qui montrent qu'il va y avoir des transformations, bien évidemment, sur l'emploi. Les voitures de thermique à électrique, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup moins d'emplois dans le secteur automobile et il va falloir faire des reconversions professionnelles. Et il y aura par contre besoin d'emplois dans les secteurs de la rénovation des bâtiments, par exemple. Ça, c'est déjà des grands sujets de politique d'emploi et de formation. Mais il y a des vrais sujets du travail et de comment on va vivre dans un monde où il fait 3 à 4 vagues de chaleur canicule par an. Et pas simplement pendant les vacances, comme on avait plutôt vécu jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on ne faisait pas trop le lien avec le travail. En général, c'était pendant les vacances. Mais là, ça arrive au mois de mai, ça arrivera au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc, ça devient un vrai sujet. Deuxième grande vague de transformation qui vient percuter le monde du travail, c'est la démographie. La démographie, alors, ce n'est pas grave si vous ne voyez pas bien, mais c'est juste pour dire qu'à partir de 2040, le nombre d'actifs diminue. Donc, il y aura moins d'actifs. Alors on pourra se dire, il y aura moins de chômage, mais on voit bien en ce moment avec la réduction du chômage que ça pose des sérieux problèmes, par exemple en termes de difficultés de recrutement dans certains secteurs ou dans certains métiers. Ça va poser aussi le problème du vieillissement de la population active. Donc on sait forcément qu'il y aura à gérer au travail des absences plus longues, plus récurrentes, parce que passé 60 ans, le nombre de maladies chroniques augmente. Et donc, il va falloir apprendre à travailler avec des personnes qui ont des absences dans leur fin de vie professionnelle et qui ne sont pas ni au chômage ni en retraite. Ils sont au travail. Ça se repense dans les organisations de travail. Je fais une petite incise, vous mettez parallèlement les jeunes qui ont un rapport au travail qui change et qui vont pouvoir zapper plus facilement d'une entreprise à l'autre. Quand vous êtes manager et que vous devez organiser le travail avec des jeunes qui zappent, une population plus âgée qui est plus exposée à des risques d'arrêt long, vous repensez un peu autrement vos organisations du travail. Et puis, il y a la question des flux migratoires. Parce que forcément, et on le voit déjà aujourd'hui, il y a des demandes par exemple, de régularisation sur des métiers en tension. Il y a des demandes d'afflux migratoires. Et puis, ça pose des sujets sociétaux assez importants, ce sujet. Mais les flux migratoires, ils vont se renforcer à cause du premier volet. Il y aura des migrations écologiques, environnementales. Et ça va se poser dans des questions dans comment on les accueille, qui on accueille, pourquoi. Enfin, c'est des vrais sujets de société. Ça ne peut pas être juste qu'un problème économique de coût de main-d'œuvre ou de difficulté de recrutement. C'est un sujet social et sociétal. Et le troisième, je vais passer le plus vite sur ce volet-là, mais que vous connaissez forcément, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle qui change le rapport de l'homme et de la machine pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est les exosquelettes qui vont permettre de faciliter les conditions de travail, les ports de tâches. Mais parfois, c'est l'homme qui se transforme en exosquelette de la machine. Dans les plateformes de logistique, avec les personnes qui ont leur casque sur les oreilles le matin et qui entendent juste toute la journée aller 3, ranger 4, colis à mettre sur la porte 8. Et il y a des revendications aujourd'hui chez ces travailleurs-là qui disent, est-ce que la voix automatique qui nous dit ça, elle peut dire bonjour, merci, au revoir? Juste parce qu'on n'ait pas l'impression d'être nous-mêmes une machine, mais qu'on s'adresse à nous comme à un être humain. Donc, il y a le meilleur et il y a le pire, notamment dans les risques psychosociaux. Donc, voilà les 3 grandes tendances qui font que le sujet du travail n'est pas un sujet à la mode, ce n'est pas juste un sujet post-Covid, ce n'est pas un sujet en réaction
à la contestation sur les retraites. On est dans des transformations de fond qui sont engagées depuis longtemps, certaines. La crise du Covid et la réforme des retraites ont peut-être mis en exergue, mieux mis en avant ces transformations, ou voire accéléré ces transformations. Alors, j'en viens aux 4 axes qui sont présents dans ce rapport et qui disent des choses, enfin, qui me semblent être les 4 types d'attentes essentielles qu'il y a par rapport à ce sujet. Donc, je vais passer les 4 assez rapidement. Le premier me semble être le plus essentiel. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a perçu avec Jean-Dominique Sénard. Et on essayait même, pour tout vous dire, de dire comment on en fait pour que ce ne soit pas un axe parmi les autres, mais que ce soit bien la colonne vertébrale de ce rapport. C'est gagner la confiance, la bataille de la confiance dans les entreprises. Ce qui nous semble, au bout du bout, quand on tire tous les fils, ce sujet-là du management, du dialogue dans les entreprises, c'est toujours le point sur lequel on retombe. Ça peut paraître un petit peu flou comme ça, mais c'est le sujet sur lequel on a le plus de retours quand on fait des présentations en nous disant « ça nous rassure ce que vous nous dites parce que nous aussi on a cette impression-là, c'est vrai de DRH, c'est vrai de manager, c'est vrai d'organisation syndicale, mais on a l'impression que c'est des choses de ressenti. On dialogue moins, le management est plus vertical, tout passe par des indicateurs, mais on a l'impression que c'est du ressenti à notre niveau. On a bien des collègues avec qui on en parle, on a bien d'autres DRH qui nous disent qu'ils ressentent ça. Et le fait de le voir écrit dans un rapport remis au ministère, ça crante le fait que, oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'est transformé. Ce qui s'est transformé, ce sont les pratiques managériales. Les pratiques managériales aidées par la numérisation, aidées peut-être aussi par une vision du travail surtout comme un coût, qui a été de dire, eh ben, il faut, on ne manage plus les hommes, on va manager de la performance. Donc on va mettre en place des indicateurs et on va piloter et suivre les indicateurs. Et la crise Covid a finalement accéléré ça parce qu'on ne pouvait plus se voir, on ne pouvait plus se parler. Et du coup, le pilotage par les indicateurs s'est renforcé. Le contrôle par les indicateurs s'est renforcé. Quand on ne voit plus les gens qui travaillent là sous les yeux, on a besoin de contrôler qu'ils font bien ce qu'il y a à faire. Donc, la pression autour des indicateurs s'est fortement renforcée. Et ça, c'est des choses qui font perdre la confiance, l'autonomie, parce que c'est vécu comme de la défiance. Quand on ne vous demande plus comment ça se passe aujourd'hui, comment ça a été aujourd'hui, comment tu fais ton boulot, comment ça s'est passé avec tel client, ça a été avec tel patient, mais qu'on dit, est-ce que tu as bien rempli tes tableaux de bord? Je vois que tu as fait 15 appels par heure sur ta plateforme, tu es censé en faire 20, mais on ne demande plus, ça a été, est-ce que tu as su répondre aux demandes des personnes qui t'appelaient? Eh bien, c'est vécu comme de la défiance, comme un manque de confiance, et on perd le sens de ce qu'on fait. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui s'est accéléré, qui s'est empiré dans les pratiques managériales, au moment même où les personnes ont pu prendre le temps de réfléchir à leur métier et ont dit, mais en fait, je veux plus faire ça. Et quand elles reviennent au travail, c'est encore pire. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet majeur. Et alors, on a des propositions pour ça. On a des propositions, évidemment, pour renforcer la formation des managers, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, de ne jamais oublier que ce qui fait la richesse, ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise. Ça fait bébête quand je dis ça, parce que vous l'avez entendu tous et tout le temps, mais on est dans un moment où c'est important de le redire, mais pas simplement de le dire, que ça se traduise en acte managérial. Et de renouveler la démocratie au travail en généralisant le dialogue professionnel. Alors, cette notion de dialogue professionnel est en train de se développer fortement
dans les débats, dans les études, dans les prises de parole des partenaires sociaux. Et ce n'est pas encore quelque chose de très bien défini. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a proposé une grande phase d'expérimentation pilotée par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est gérée de façon tripartite, organisation syndicale, patronale et ministère du Travail. En gros, l'idée, elle est simple, c'est de dire qu'il faut reparler du travail en entreprise. Alors, ça peut être dans le cadre du dialogue social habituel, dans les CSE, dans les négociations avec les partenaires sociaux. Ça peut être aussi de façon directe entre les dirigeants et les salariés. Ça peut être aussi avec les managers, dans les réunions de service, dans les réunions d'équipe, qu'on ne leur parle pas que des KPI, qu'on ne leur parle pas que d'indicateurs de moyens, mais qu'on parle du travail et de l'organisation du travail, de comment le travail peut être mieux organisé. Je le dis, j'insiste parce que le dialogue professionnel est parfois présenté comme un bon moyen de contourner le dialogue social, en disant bah oui, de toute façon avec les partenaires sociaux on n'arrive à rien, donc on va créer un dialogue professionnel direct. C'est sûr que ça ne marchera pas dans ces conditions-là. C'est-à-dire que si, avec les représentants du personnel qui eux-mêmes ont aussi cette injonction, il n'y a pas que les chefs d'entreprise, les représentants du personnel aussi ont l'injonction d'aller reparler du travail avec l'ensemble des personnes qui travaillent. Si ce n'est pas avec eux, c'est voué à l'échec. Donc ce n'est pas un moyen de contourner les organisations syndicales, mais c'est un dialogue. Ça veut dire qu'il va falloir écouter, mais ça veut dire qu'il va falloir aussi répondre. Et en proximité des situations de travail. Parce que ce qui s'est perdu aussi, grâce à cette numérisation, à ce management par indicateur, et puis aussi parce qu'il y a eu une nouvelle réglementation, les ordonnances de 2017, qui ont limité, par exemple, les commissions hygiène, santé, sécurité dans des entreprises de plus de 300 ou même des CSE, des anciens CE, qui sont plus centralisés. Du coup, le dialogue, il faut trouver un moyen de le remettre au niveau des situations de travail. On a eu des exemples, en l'occurrence c'était à la Poste, d'un salarié qui arrive le matin et on lui dit « Bon ben voilà, la procédure a changé, maintenant quand tu as telle demande, tu dois remplir ce formulaire et puis l'autre, et puis tu ne dois plus l'envoyer en 48 heures mais en 24 heures et c'est plus à telle adresse, à celle-là. » Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi on a changé, il ne sait pas ce qu'on attend de ce changement, évidemment pas associé à comment on pourrait essayer de faire bien les choses, et cette personne-là, elle aurait pu dire en fait, ça ne marchait pas à cause de ça, mais la réponse que vous apportez, ce n'est pas la bonne. Moi, j'avais d'autres solutions. Et ça, il n'y a pas de lieu d'exprimer ça. Donc, permettre aux salariés d'exprimer ces sujets. Et puis, une dernière petite recommandation aussi dans cet axe-là, c'est que les politiques RSE apparaissent comme des leviers qui peuvent être des leviers intéressants, à condition que ce ne soit pas du greenwashing, mais on va faire preuve de confiance et de se dire que les entreprises qui sont engagées dans des dispositifs de RSE le font en bonne foi. Aujourd'hui, tout dans la réglementation tend à développer, et je ne vais pas dire à surdévelopper parce que c'est juste nécessaire, le volet E, le E environnemental. Et une nouvelle directive européenne va arriver qui va encore renforcer ce sujet-là. C'est très bien parce que c'est indispensable. Malheureusement, ça se fait au détriment du S, du social, et donc les politiques RSE qui étaient plutôt sociales, sociétales dans un premier temps, deviennent très très environnementales, mais il ne faut pas lâcher l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'il faut être faut être encore plus ambitieux sur la dimension environnementale, mais sans rien perdre du social, donc il y a des recommandations sur ce sujet. Je vais aller un peu plus vite sur les... par contre, je voulais juste vous montrer ça, pour illustrer le propos par rapport à ce besoin d'écoute. Eurofound, c'est l'ANACT européen, on va dire. C'est une agence tripartite qui fait des enquêtes sur les conditions de travail de façon régulière. C'est pas est-ce que vous vous sentez bien au travail, est-ce que vous aimez votre travail. Je vous dis ça parce que je vais vous présenter plusieurs chiffres issus de cette étude. C'est des questions très précises qui sont posées et régulièrement, donc on peut voir l'évolution. À quelle fréquence êtes-vous consulté avant que des objectifs de travail vous soient fixés? Pouvez-vous influencer des décisions qui vous sont importantes? Confère l'exemple que je viens de vous donner sur la Poste. Vous voyez qu'en France, c'est un peu plus de 1 sur 2 qui sont consultés
ou qui sont influencés. On est largement en dessous de la moyenne européenne à 27. Et on voit que les pays qui sont... Alors, ça ne sera pas les plus avancés sur chaque question, c'est plutôt des modèles qu'on aime avoir quand on est en France. Il y a une tradition, une habitude d'associer les salariés qui est bien plus forte qu'en France. Et dans une enquête qui a été faite par BVA, la Fondation Jean Jaurès et la Massif, une question a été posée aux salariés. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? Et vous voyez, il y avait quand même pas mal de propositions. La première qui arrive en tête devant toutes les autres, et pas des moindres, c'est avoir la parole, être écouté, participer aux décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce gap entre un besoin de dire je travaille, j'ai une connaissance, on dit parfois, c'est devenu un peu une expression au CESE, c'est ceux qui font qui savent. C'est-à-dire donner la parole à ceux qui travaillent sur comment on peut améliorer les conditions de travail, comment on peut améliorer l'organisation du travail, et donc au total, comment on peut améliorer la performance du service, de l'atelier. On ne demande pas aux salariés d'avoir la vision stratégique de l'entreprise, mais comment on améliore la performance du service de l'atelier. Alors, sur l'axe 2, je vais aller un peu plus vite, je ne sais pas où on suit dans le temps, ça va. Il vous reste 16 minutes. Très bien. Alors, le 2, c'est les équilibres des temps de vie, la conciliation des temps. On sait très bien que ça, c'est un sujet aussi sur lequel il y a une demande très forte. Alors, il n'y a pas de... Là, je n'ai pas de chiffres particuliers à vous montrer et les propositions qu'on a faites sont assez classiques parce que c'était toute une somme de propositions qui nous venaient sur la conciliation des temps, ce qui est peut-être, je ne vais pas dire nouveau, je suis sûre que vous connaissez déjà, mais que la conciliation des temps, ce n'est pas simplement sur la journée, ce n'est pas sur la semaine. Enfin, ça peut être sur la journée, ça peut être sur la semaine, ça peut être sur l'année, on l'a vu avec les forfaits jours, mais c'est aussi sur la vie. Voilà. Et que de plus en plus, la conciliation des temps, ça peut être de s'investir à des moments de sa vie, énormément, beaucoup, de travailler de nombreuses heures tous les jours, parce que ça correspond à un moment où ça a du sens par rapport au travail, ça a du sens par rapport à sa vie privée, et puis à d'autres moments d'avoir un autre rythme de travail. Voilà. À ce moment-là de propos, je voulais faire une petite incise dont on discutait tout à l'heure sur le sujet de la place que le travail a dans la vie et que je suis persuadée que non, nous ne sommes pas dans une France où les Français n'aimeraient pas travailler. On n'est pas dans la société de la flemme qui a été à un moment donné portée par une étude récente, parce que toutes les études montrent qu'il y a une intensification du travail énorme et que quand il y a du sens au travail, les gens sont prêts vraiment à travailler. L'exemple du secteur médico-social pendant le Covid a été énorme. C'est-à-dire les gens étaient fatigués, étaient épuisés et ils étaient fiers du travail, ils retrouvaient du sens au travail. On leur faisait confiance. Ils étaient dans un hôpital, arrivait un afflux, il n'y avait plus le temps d'avoir la procédure, les indicateurs. Débrouillez-vous et faites votre métier, soignez, sauvez des vies. Et ce qu'ils espéraient, c'était qu'après avoir fait la démonstration qu'ils avaient su faire ça, les organisations du travail allaient changer. Voilà. Et 2 ans après, on est revenu au process, aux consignes. On n'est plus... Cette confiance, elle a été arrêtée. Donc, que les gens soient prêts à travailler, enfin, dans toutes les études, on voit comment les gens travaillent pendant leurs jours congés, travaillent pendant les week-ends. Le problème de la déconnexion est un vrai problème. Il n'y a pas de problème d'absence de travail. Par contre, je me donne au travail quand ça a du sens, je me donne au travail quand il peut y avoir une reconnaissance. Et la reconnaissance, vous avez vu depuis tout à l'heure, je n'ai jamais parlé de salaire. On parle d'un autre type de reconnaissance. Alors, dans les différentes propositions qu'on a faites, il y avait la semaine de 4 jours. Alors, rassurez-vous, on n'est pas du tout dans l'idée d'imposer la semaine de 4 jours, mais par contre, qu'il y a certainement un tas de dispositifs à imaginer pour améliorer cette conciliation des temps. Donc, pourquoi pas la semaine de 4 jours, même si dans les auditions qu'on a fait, on a vu, tant du côté syndical que du côté employeur d'ailleurs, des pour et des contre, enfin, des avantages et des inconvénients à ça. Et donc, globalement, je pense que
tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une solution qui doit être étudiée, mais ce n'est en aucun cas la bonne solution partout. Et puis en plus, il y a des semaines de 4 jours. Parfois, c'est en maintenant 35 heures, des fois, c'est en diminuant, des fois, c'est avec maintien du salaire, des fois pas. Enfin voilà, tout peut s'organiser. Par contre, testons, expérimentons, développons des échanges de bonnes pratiques sur ces sujets-là. Le droit à la déconnexion, c'est un sujet qui reste très, très compliqué. Donc nous, on est parti dans la co-construction de chartes dans les collectifs de travail sur le droit à la déconnexion. Ce n'est pas le temps de faire une charte, c'est le fait de la co-construire. Et donc, là encore, de donner la parole à tous ceux qui sont concernés pour dire ce qu'ils souhaitent. Et puis, des aménagements de fin de carrière. En gros, une pré-retraite progressive, comme il y en a eu fut un temps, qui a été enlevé et qui pourrait revenir. Par contre, ce qui a été aussi un axe important, c'est de décloisonner les approches. C'est-à-dire, si on fait un système de pré-retraite progressive, on ne regarde pas ce que ça coûte au régime de retraite ou à l'entreprise. On regarde aussi ce que ça économise à la sécurité sociale. On regarde aussi ce que ça économise à l'assurance chômage. On se donne des indicateurs de qu'est-ce qu'on a cherché à faire avec ça, et on va chercher les indicateurs sur ces éléments de performance. Et on n'a pas une vision strictement budgétaire au niveau de la caisse des retraites. Et cette approche de décloisonnement nous semble indispensable compte tenu de la dimension, de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les différents axes qui transforment le travail. On voit bien, vous voyez arriver ma conclusion, c'est que le travail, ce n'est pas juste un sujet dans une entreprise ou dans une fonction publique entre employeurs et salariés, c'est un vrai sujet sociétal parce que ça rebat les cartes de toutes des modèles de production, de consommation, d'organisation des temps de vie. Donc il faut aussi, quand on prend des mesures qui vont toucher le travail, avoir cette approche décloisonnée dans les études d'impact. Voilà. Et alors, sur le troisième axe, voilà, assurer une effectivité et une portabilité des droits sociaux. Déjà, s'assurer qu'il y a des droits sociaux minimum, décents, qui couvrent bien toutes les situations de travail en France. On se dit que globalement, c'est le cas. Et si les conditions de travail en France, vous allez le voir, ne sont pas top par rapport à l'Europe, les conditions d'emploi sont plutôt bonnes. Et il y a un certain nombre de droits sociaux qui peuvent rendre jaloux beaucoup de pays autour de nous. Mais il y a quand même quelques trous dans la raquette, on les a vus, notamment des vacations dans la fonction publique très courtes ou des contrats très courts dans le privé ou certaines formes de travailleurs d'auto-entrepreneuriat. Voilà, il y a encore quelques trous dans la raquette. Mais le sujet, c'est vraiment d'assurer la continuité des droits et donc la portabilité des droits, quels que soient les statuts. Et je vais vous donner ces deux chiffres pour expliquer mon propos. Selon Pôle emploi, les jeunes actifs aujourd'hui changeront 13 à 15 fois d'emploi dans leur vie. Ce chiffre, à lui tout seul, il explique qu'on ne peut pas avoir des droits quand on est dans le secteur privé, des droits quand on est dans la fonction publique, des droits quand on est indépendant, et que toutes ces caisses-là ne se parlent pas et que tous ces régimes-là ne se portent pas. On peut très bien être dans plusieurs statuts successifs, voire en même temps, et pour autant, ces besoins de formation, de reconversion, ils vont être nécessaires. Le droit à la formation, il doit nous accompagner tout au long de la vie et quels que soient les statuts. Et puis celui-ci, parce qu'on a un peu l'impression que, après 40 ans de politique d'emploi, on aurait pu avoir réglé le problème de l'emploi. Pas tout à fait quand même si le taux de chômage a fortement baissé et il faut s'en réjouir. Pour autant, en termes de précarité, on est quand même encore à des chiffres très importants, puisque 70% des embauches, c'est des CDD de 1 mois. On était à 50% en 2000, donc une dégradation importante depuis 20 ans. La durée médiane est de 5 jours. Elle était de 20 en 2000, il y a 20 ans. Et 30% des CDD conclus sont des CDD d'une journée. Donc non, la politique d'emploi n'a pas évacué complètement le sujet de la précarité. Et quand on est dans ces situations-là, l'accès à un certain nombre de droits, comme la formation professionnelle, est fortement remise en cause. Or, ce sont évidemment ces personnes qui ont le plus besoin d'avoir accès à la formation. C'est pourquoi les recommandations, elles portent sur
On fait un grand état des lieux pour voir où il y a des trous dans la raquette. Et il y en a un qu'on a immédiatement identifié, c'est par exemple les risques accidents du travail, maladies professionnelles. Dans l'auto-entrepreneuriat, pensez aux travailleurs des Deliveroo, Uber Eats, etc. Mais ça peut être aussi les aides à domicile qui travaillent beaucoup en forme de plateforme et qui font beaucoup de routes. Les accidents routiers sont très forts. Elles se font beaucoup mal parce qu'elles ont un métier très physique. Or, elles n'ont pas de cotisation accident du travail, maladie professionnelle obligatoire, et compte tenu des très faibles revenus, parce que c'est moins de 400 € par mois environ, les travailleurs de plateforme, ils ne vont pas aller cotiser volontairement sur ces sujets-là. Donc là, on a un vrai sujet, et là, on a par exemple proposé que l'ARPE, qui est l'autorité de régulation des plateformes, mette ce sujet en négociation avec les représentants de ces travailleurs pour trouver la meilleure solution. Et puis ensuite, un portail unique, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez ou pas tous ces acronymes que je vais dire, le CPF, le C2P, le CEC, le CPA, tous des droits individuels auxquels vous avez tous droit. Il suffit d'aller sur son compte Internet de la Caisse des dépôts et consignations, et puis vous êtes tout seul face à votre ordinateur et à toute une série d'offres sur un site administratif, et c'est comme ça que vous pouvez accéder à vos droits. Voilà, donc l'autre recommandation forte qu'on a fait, c'est qu'il existe parmi tous ces droits un qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle et qui devient juste indispensable. C'est-à-dire que tout le monde a aussi droit à ce conseil, et je pense que la majeure partie des travailleurs ne le connaissent pas. Or, il y a vraiment besoin que les personnes soient aidées et accompagnées pour accéder à ces droits. J'ai oublié le CETU, qui devrait bientôt arriver, donc le compte épargne-temps universel, qui fait partie des préconisations qu'on a fait dans la recommandation juste avant, et donc qui permet, vous avez peut-être vous des CET ou dans vos entreprises des CET, l'idée c'est que le CET puisse aussi, comme le CPF, le droit à la formation, devenir universel et portable d'une entreprise à une autre. Et le dernier, Rax, je vais d'abord vous présenter quelques chiffres avant de vous expliquer la préconisation essentielle que nous avons fait sur ce sujet, parce qu'il me semble que c'est peut-être celui où on a, personnellement, la prise de conscience a été la plus forte à l'occasion de ces assises. Donc, préserver la santé physique et mentale. On tenait à bien parler de la santé mentale, parce que pour la première fois, les maladies liées à des risques psychosociaux ont dépassé les accidents du travail. 2022, c'est l'inversion des courbes. Donc, les risques psychosociaux provoquent vraiment maintenant beaucoup d'arrêts, et c'est un vrai fléau, lié en partie à beaucoup de choses, du monde de la société dans lequel on vit. On parlait de l'éco-anxiété tout à l'heure, mais aussi aux organisations du travail, à l'intensification du travail, à cette déshumanisation dont on parlait. Donc, on tenait à ce que ça apparaisse, mais vous allez voir que sur la santé physique, voilà un exemple. Alors, vous me permettez, je vais me lever parce que c'est plus facile pour le lire en même temps que je vous parle. Voilà, c'est toujours la même étude qui est réalisée régulièrement. Et donc là, on pose des questions très, très, très précises. À quelle fréquence votre emploi rémunéré implique-t-il toujours ou souvent des postures douloureuses, du port de charges lourdes, des mouvements répétitifs de la main ou du bras, des expositions à des risques toxiques? Vous voyez les chiffres de la France, ils sont systématiquement supérieurs et parfois très supérieurs à la moyenne européenne. Et ils sont sans commune mesure avec ce qui peut se passer, par exemple, aux Pays-Bas ou en Allemagne. C'est-à-dire que la pénibilité physique au travail en France est largement inférieure à ce qui se passe dans la moyenne des pays européens. C'est comme si on s'est beaucoup préoccupé de... C'est important d'avoir un emploi, mais ça fait longtemps qu'on ne se pose plus la question de comment on tient ces emplois, comment les personnes sont au travail. On a un déficit en termes de culture de la santé au travail, de culture de la prévention santé, qui est énorme en France. Et vous voyez, vivre des situations perturbantes sur le plan émotionnel, on est 5 points au-dessus de la moyenne nationale. Quand aux Pays-Bas, on est à 8%, nous, on est à presque 24%. Quand on regarde, avez-vous souffert durant les 12 derniers mois d'un ou plusieurs problèmes de santé parmi les suivants? Donc là, ce n'est pas est-ce que vous êtes exposé à des risques, c'est est-ce que vous avez eu des problèmes de santé? L'anxiété, en France, c'est près de 1 salarié sur 2.
quand la moyenne européenne est à 30. Le mal de dos, plus que la moyenne. Les douleurs musculaires, pareil, les douleurs. Donc, on a un sujet majeur, je pense, qui était un peu passé sous les radars, parce qu'on pense que finalement, le sujet des conditions de travail en France, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas trop si c'est redevenu un problème, si ça n'a pas toujours été un problème et que pendant que d'autres s'amélioraient, nous, on ne regardait pas sur ce sujet-là, mais là, il y a un vrai problème. Les accidents du travail, certes, ils diminuent. Ils diminuent pour les hommes. Sur les 20 dernières années, ils augmentent de 40% pour les femmes. Alors, il y a plein de possibilités et d'explications à ça, mais un des premiers sujets, c'est le boom de tous les métiers du care, et notamment pour des aides à domicile, dans lesquels c'est un métier qui est assez peu reconnu pour les compétences nécessaires, pour la pénibilité du travail, et qui est donc assez peu accompagné sur ces sujets-là. Et donc, c'est un des secteurs les plus accidentogènes aujourd'hui en France. Les jeunes sont plus particulièrement touchés. En fait, les accidents du travail, c'est essentiellement chez les intérimaires, chez les nouveaux embauchés et chez les jeunes. Quand je vous parle de culture de la santé et de la sécurité, ça interpelle sur le rôle des entreprises qui accueillent des intérimaires, qui accueillent des jeunes, qui accueillent des nouveaux embauchés. Qu'est-ce qu'ils leur disent des sujets de prévention de santé et sécurité? Donc les jeunes, vous voyez qu'ils sont plus souvent exposés, ils ont plus souvent des problèmes de santé au travail. 8% des 15-24 ans qui ont travaillé au cours des 12 derniers mois ont été accidentés, alors que c'est 5% quand c'est tous les âges. Alors qu'il y a des solutions. Puisque quand les jeunes, dans leur cursus professionnel d'études, sont formés au métier de santé et sécurité, ils sont 2 fois moins accidentés. Donc il y a une responsabilité du côté des entreprises quand elles accueillent les jeunes, il y a une responsabilité du côté des organismes de formation, de l'école, pour intégrer ces sujets dans les cursus. On a une de nos préconisations, du coup je vais y aller. Il y a une de nos préconisations qui est de rendre obligatoire, voire dans des métiers à haut risque éliminatoires, des épreuves sur la santé et la sécurité dans des cursus de diplôme professionnel, par exemple. Mais la principale préconisation que nous avons faite, c'est celle d'instaurer un principe d'écoute des travailleurs. Alors, je vais revenir sur travailleurs. Vous m'avez entendu le prononcer peut-être tout au long, je ne sais pas si ça vous a choqué. Alors, il faut dire que j'ai fait attention de ne pas dire travailleurs, travailleuses, mais j'ai parlé des travailleurs. C'est un choix que nous avons fait avec Jean-Dominique Sénard, ce n'est pas neutre. C'est que même si ce qui nous avait été demandé plutôt dans la consigne sur ces assises du travail, c'était le secteur privé, on s'est très vite rendu compte qu'on ne pouvait pas nos préconisations devaient embrasser l'ensemble des situations de travail. Les situations de travail salariées, les situations de travail indépendants et les situations de travail salarié dans le secteur public aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à un terme générique qui parlerait de tout ça. On a dit, en fait, on parle des situations de travail, donc on va parler des travailleurs et des travailleuses. Donc ça, c'est un premier sujet. Il existe dans le Code du travail, alors excusez-moi, je peux le retrouver, mais je n'ai pas là le numéro du Code du travail, mais un article qui dit quels sont les 9 principes de prévention qui s'opposent à tout, dont tout employeur doit être redevable sur la prévention santé des travailleurs. D'ailleurs, le Code du travail dit bien des travailleurs. Dans ces 9 principes, on parle des risques. Il faut identifier les risques, il faut maîtriser les risques. Il faut adapter l'organisation aux risques. Il faut rendre compte de la maîtrise. Jamais on ne parle des personnes au travail. Et donc nous avons proposé un 10e principe, en demandant qu'il arrive en numéro 1 dans la liste du Code du travail, qui est d'écouter les travailleurs sur leurs conditions de travail, l'organisation du travail et les relations sociales au travail. Et on a eu un long débat en disant, mais on n'est quand même pas rendu au point où cette lapalissade, cette évidence, il va falloir le mettre dans le Code du travail. Bien si. D'abord parce que sur les principes alors vous voyez d'abord sur les résultats, ça ne va pas bien dans le monde du travail aujourd'hui. Et il existe un outil
depuis plus de 20 ans en France qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques, qui est une obligation légale pour toute entreprise à partir de 1 salarié. Et donc qui est de tous les ans faire le point sur quels sont les risques que mon entreprise, mon organisation de travail fait encourir aux travailleurs et aux travailleuses. C'est une obligation légale, avec des sanctions à la clé. C'est 46% des entreprises seulement qui répondent à cette obligation légale. La plupart des entreprises ne font même pas le travail d'identification. Et bien sûr, dans les PME, c'est encore plus fort. Tant qu'on n'aura pas repéré où il y a un problème de santé physique et mentale et environnementale, on ne peut pas mettre en place les dispositifs qui vont pouvoir favoriser la maîtrise de ces risques et favoriser le bien-être, que les gens puissent se dire que travailler, c'est la santé. Voilà. Donc, ce document unique d'évaluation des risques, c'est important qu'il soit fait. Donc, on a des recommandations pour renforcer cette obligation et surtout pour mieux accompagner les entreprises, parce que les PME, souvent, c'est qu'elles voient ça comme une obligation légale, comme une déclaration URSSAF. Elles ne voient pas toujours ce qui peut se passer derrière. Donc, on a fait un certain nombre de préconisations pour mieux accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Mais même, vous prenez les 46% qui le font, combien font l'actualisation annuelle? Très peu. Combien font ce document unique d'évaluation des risques à partir d'un travail d'écoute des salariés? Encore moins. La plupart du temps, c'est une boîte de conseil qui vient. Certaines boîtes de conseil vont faire un petit peu de visite d'ateliers, de visite de situations de travail, mais pas toujours. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur ce principe d'écoute des travailleurs, et c'est la préconisation la plus forte que l'on fait sur ce volet des conditions de travail. Je voudrais terminer avec une considération un peu plus générale. C'est que vous voyez bien tout au long de l'exposé, en fait, le sujet n'est pas simplement un sujet de dialogue social entre partenaires sociaux. C'est devenu un sujet vraiment très sociétal, qui implique tout le monde. Au CESE, on vient de faire une résolution sur le travail, qui a été votée à l'unanimité la semaine dernière. Et pourquoi on a pensé que le CESE devait être le lieu où on devait continuer à approfondir ce sujet? Parce qu'il est composé de représentants de la société civile, donc des organisations syndicales, patronales, des mouvements de jeunesse, des mouvements de la famille, des associations de la famille, d'ONG, de groupes environnementaux, parce qu'il y a toutes ces dimensions qui sont là. Mais le premier débat qu'on a eu, donc quand on a travaillé sur cette résolution, et en disant oui, c'est une dimension pluridisciplinaire et éminemment sociétale, mais le premier débat qu'on a eu, ça a été mais de quoi on parle en fait? On parle du travail en tant que coût économique, et c'est peut-être ça aujourd'hui, c'est peut-être cette vision un peu trop dominante qui nous conduit au constat là aujourd'hui. Est-ce que c'est une valeur? On pourra en discuter. Je pense que non. Je pense que le travail n'est pas une valeur. Je ne suis pas la seule à le penser et à l'expliquer très bien. Est-ce que c'est un outil d'émancipation? Est-ce que c'est un lieu de coopération qui fait que des personnes entre elles vont produire quelque chose de collectif? Est-ce que c'est une condition de bien-être, de socialisation? Est-ce que c'est un lieu de solidarité, au sens des solidarités qu'on peut connaître dans son lieu de travail avec ses collègues? Et on l'a vu pendant le confinement à quel point la solidarité a pu jouer à plein, parfois, dans des ateliers, dans des usines, dans des entreprises. Mais c'est un lieu qui produit la solidarité au niveau national. C'est quand même les prélèvements sur les salaires qui vont financer la sécurité sociale, qui vont financer l'assurance chômage. Est-ce qu'on parle du travail salarié? Est-ce qu'on parle du travail rémunéré? Est-ce qu'on parle du travail qui n'est pas rémunéré, mais qui mérite aussi d'être reconsidéré quand des personnes, et la plupart du temps des femmes, se mettent en temps partiel pour pouvoir faire de l'accompagnement, de l'aidance à une personne, enfant, parent, grands-parents? Elles font du travail. D'ailleurs, c'est un travail qui peut être d'ailleurs l'objet d'un métier d'aide à domicile, mais elles vont arrêter de travailler au moins une partie de leur temps pour pouvoir faire cette aidance. Est-ce que cette aidance, c'est du travail?
comment on le considère. Donc, cette question, moi, je n'ai pas de réponse, j'ai quelques petites limites, il y a des choses où je sais ce que ce n'est pas, il y a aussi des choses que je revendique que ce soit, je revendique que ce soit un lieu d'émancipation, par exemple, mais il y a un débat national multidimensionnel, économique, social, sociétal, environnemental, d'une part, mais avec un vrai débat sur la définition même du travail. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je suis très heureuse de pouvoir commencer à contribuer avec ce rapport, à participer de ce grand débat. On est persuadé que c'est juste une première pierre, parce que tout comme on a parlé de l'emploi pendant 40 ans, là, je pense qu'on est reparti pour quelques années à parler du travail, parce qu'il va falloir s'adapter à la transformation écologique, démographique et de l'intelligence artificielle, tout en réfléchissant à la société qu'on veut demain. Je vais prendre un seul exemple. Si on veut s'adapter au réchauffement climatique en mettant de la clim partout, ça veut dire qu'on est prêt à se dire ce qui compte, c'est notre bien-être aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, l'avenir de la planète demain. Voilà. Donc, il faut trouver des solutions d'adaptation qui n'obèrent pas la possibilité d'aller vers la société qu'on veut. Donc, c'est vrai sur le plan, à tout plan des organisations du travail, c'est vrai sur les sujets écologiques, sur les sujets démographiques. Qu'est-ce qu'on veut comme société par rapport au flux migratoire? Qu'est-ce qu'on veut comme société par rapport aux relations homme-machine? Qu'est-ce qu'on veut comme société dans notre rapport à l'environnement? Est-ce qu'on veut protéger la planète ou vivre bien là tout de suite? Donc s'adapter tout en ayant en ligne de mire la société qu'on veut, c'est un grand, grand débat national. Et ça, c'était une toute petite début de contribution. Voilà. Merci beaucoup à Sophie Thierry. Merci pour cet exposé très riche, très éclairant, à la fois vaste et précis. Donc nous entrons dans la deuxième partie de la matinée, bien sûr. Donc la parole va être à vous. Je rappelle la règle, les propos sont enregistrés, seront transcrits et donc il importe que chaque intervenant commence par se présenter, son nom, éventuellement sa fonction. La parole est à la première ou au premier qui la demande. Allez-y, cher monsieur. Merci bien, bonjour. Boris Ivanov, journaliste pour Hébreu Info, les journaux régionaux du Grand Est de la France. Madame Thierry, vous avez dit que ces préconisations allaient contribuer au grand débat national sur le travail, mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire si le ministère du Travail compte en tirer un projet de loi, un certain nombre de mesures? Quel a été le retour du ministère lorsque vous lui avez présenté ce rapport? Alors, je souhaite que ce rapport puisse contribuer. Il a eu un excellent accueil de la part du ministre du Travail, qui a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises de façon publique. Et je sais qu'il souhaite que la quasi-totalité des préconisations soient reprises dans différents textes de loi. Maintenant, vous voyez que la plupart des préconisations que nous avons faites, en fait, n'appellent pas tellement à modifier la loi, à part le principe d'écoute des travailleurs qui rentrent dans le Code du travail. La plupart de nos préconisations s'adressent plutôt aux acteurs de l'entreprise ou de la fonction publique. C'est-à-dire que le gouvernement, en tant qu'employeur, peut aussi montrer l'exemple par rapport à un certain nombre de sujets qui sont là, mais c'est plutôt un appel aux acteurs du monde du travail, employeurs et représentants des salariés, de se saisir de ces sujets et de transformer les pratiques managériales et l'écoute. C'est un appel aux grandes écoles qui forment les managers d'intégrer ces dimensions-là et d'alerter sur ces dimensions-là dans le cadre de leur formation. C'est un appel aux DRH de veiller dans la formation managériale, d'intégrer ces dimensions-là. C'est un appel aux dirigeants de modifier les pratiques managériales. Parce que les pratiques managériales, ce n'est pas juste les managers à qui il faut faire une injonction de plus en leur disant « vous devez continuer à faire comme aujourd'hui, mais en plus, vous devez vous préoccuper d'environnement, vous devez être
encore plus bienveillant, parce que l'injonction de la bienveillance, ils l'ont tous les jours, les managers. Donc vous devez être encore plus bienveillant avec vos équipes. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut que eux, on leur dise, le but du jeu, c'est pas de remplir des grilles de KPI, le but du jeu, c'est de revenir sur la finalité de ton équipe. C'est quoi le but du jeu? Je reprends l'exemple d'une plateforme téléphonique avec des téléconseillers. Est-ce que le but du jeu, c'est d'avoir apporté des réponses à des personnes qui appellent, ou est-ce que c'est d'avoir fait un nombre d'appels dans la journée? Voilà. Et de redonner du sens à la finalité de l'atelier, du service, du département, voilà, dont le manager est à la clé, et qui soit évalué peut-être sur autre chose que le nombre d'appels qui ont été donnés, mais sur des éléments de performance par rapport au sens de son activité. Donc tout ça, ça ne dépend pas de la loi. Voilà. Maintenant, pour répondre quand même très concrètement, il y a aujourd'hui des projets de loi qui ont été quand même un peu perturbés dans leur calendrier compte tenu de la contestation sur la réforme des retraites et compte tenu que les partenaires sociaux sont actuellement en train de discuter de leur propre agenda social. Et donc, du coup, le projet de loi initial qui devait avoir lieu à l'été et dans lequel un certain nombre de choses auraient pu avoir lieu n'aura pas lieu à l'été. Voilà, donc je pense que c'est plutôt fin 2023, début 2024 qu'on aura une loi dans laquelle on pourra parler de ces sujets-là. Et peut-être d'ailleurs, parce que ça fait partie des sujets qui ont été peu évoqués là, sur l'emploi des seniors, qui ont été sortis par le Conseil constitutionnel de la réforme des retraites, mais qui doivent revenir normalement dans le projet de loi. Donc ça décale, on va dire, d'autant l'introduction de ces dispositions. Merci beaucoup pour ce très riche exposé. Je m'appelle Catherine de Venden, je suis directrice de recherche émérite au CNRS à Sciences Po. Et à l'occasion de son décès, on a rappelé toute une série de conférences qu'avait données Alain Touraine et qui avait dit, et ça m'a beaucoup frappé, dans un entretien en 2018, que pendant 2 siècles, ce qui avait fait l'identité du plus grand nombre, ça a été le rapport au travail. Et qu'aujourd'hui, on s'apercevait que ce rapport au travail, cette identité des personnes, surtout par rapport à leur travail, disait-il, avait diminué. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans votre rapport, il y a d'autres aspects comme celui-ci que vous avez pointé, et notamment le fait qu'une série de gens, on l'a vu notamment à l'occasion des manifestations pour la réforme des retraites, disait qu'il voulait partir plus tôt précisément parce qu'il y avait toute une autre vie qui s'ouvrait avec la retraite, notamment la question des loisirs, la question de nouvelles formes d'engagement bénévole ou même cultiver son jardin, comme disait Voltaire. Et est-ce que ça fait partie aussi de votre réflexion ? L'importance du loisir, l'importance des autres types d'engagements, notamment associatifs et autres, bien sûr, et familiaux ou autres, parce que ça aussi, ça fait partie de la réflexion sur le travail. Tout à fait, ça fait partie. Il y a plein de périphériques au sujet du travail qui viennent influencer le rapport au travail et l'engagement dans le travail. On est toujours, quand je disais, il va falloir consommer autrement, produire autrement, travailler autrement. On reste dans une société qui érige l'accès au loisir aussi comme un signe d'épanouissement et de réussite. On ne peut pas ne pas comprendre que les gens ont envie de pouvoir profiter de ça. Donc ça reste aujourd'hui le modèle de la réussite et de l'épanouissement que de pouvoir faire du ski en plein hiver, avec des canons à neige qui font la neige, de partir pour pas grand-chose à faire des petits voyages dans toutes les villes d'Europe. Aujourd'hui, ça reste des modèles et ça donne envie. Donc, il y a cette aspiration-là, et c'est pas seulement en fin de carrière, hein, ça peut être tout au long de la carrière. Et puis, il y a aussi beaucoup d'engagements qui sont pas dans le monde professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Moi, j'avais le souvenir de personnes qui étaient engagés dans des actions. Il y avait un exemple, c'était un informaticien qui travaillait sur une plateforme et il était contraint de faire ses réponses téléphoniques, assistance téléphonique, en suivant une procédure, en passant pas plus de X temps. Et donc, qui faisait ça et qui était très frustré parce qu'il ne pouvait pas aller au bout de la solution pour les personnes qui l'appelaient et qui
était engagé en bénévole, par ailleurs, sur un blog dans lequel il donnait toutes les réponses qu'il n'avait pas pu donner à son travail. Donc, il peut y avoir des gens qui sont engagés dans leur métier parce qu'ils y croient, mais que le travail empêche ça. L'organisation du travail empêche ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très vrai dans les métiers du travail social. Le CESE vient de faire un avis sur les métiers de la cohésion sociale. C'est terrible à quel point beaucoup souffrent d'un travail empêché par de la procédure, par du reporting, par du turnover. Parce que quand on dit tout ça, à chaque fois, je parle du point de vue du travailleur, mais tout ça, ça se traduit dans de la performance très claire, entreprise. Le présentéisme, le burn-out, le bore-out, le turnover incessant, les difficultés de recrutement qu'il y a aujourd'hui, tout ça, ça a des conséquences très directes. Donc, il y a de l'engagement qui, des fois, voudrait être fait dans l'entreprise. Quand il peut être fait, en général, c'est vraiment source de fidélisation, de performance. Et quand il ne peut pas être fait là, il est fait ailleurs. Et puis, il y a des engagements qui n'ont rien à voir avec le métier, des engagements dans des causes, dans de la vie de quartier, dans des choses. Et d'où la question, est-ce que ça, c'est du travail ou pas ? Quand quelqu'un fait ses 35 heures et qu'à côté de ça, il est ultra impliqué dans sa vie de quartier, où il aide beaucoup de gens, il va faire des courses pour des personnes, je fais des caricatures, mais où tient volontairement le bibliobus bénévolement, il fait de l'aide aux devoirs. Est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est pas du travail ? C'est quelqu'un qui a peut-être des journées de 12 heures, 14 heures par jour, ou qui est tous les week-ends en train de faire des maraudes du SAMU social bénévolement. C'est du travail ou c'est pas du travail ? Voilà. Donc c'est pour ça que la question de quoi on parle quand on parle du travail permet parfois de changer le regard sur les gens ne veulent plus travailler, où les gens se désinvestissent de leur métier, où on a du mal à recruter ici ou là. Il faut repenser les différentes formes de travail. Et l'engagement, ça peut être aussi une forme de travail. Bonjour. Merci. Sylvestre Rezal, secrétaire général de Covea. Vous nous avez tendu une perche à la fin de votre intervention à propos de la valeur travail, en nous disant que vous aviez des choses à nous dire dessus. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, développer ce point ? Non, c'était un clin d'œil par rapport à mon voisin, parce qu'on a eu un petit échange. Voilà, et je reprends, je fais mien vos propos, qui sont que le travail n'est pas une valeur morale, et que c'est très dangereux même de le poser comme une valeur, au sens où travailler c'est bien, pas travailler c'est mal. C'est pas comme ça que les choses se posent. Le travail a une valeur, c'est un bien qui s'achète, qui se vend, qui a un prix face à une offre et une demande. Le travail produit de la valeur, il est créateur de richesse, mais ce n'est pas une valeur. Les personnes qui sont privées de travail ne sont pas des mauvaises gens. Voilà. Et les gens et les personnes qui font du bénévolat ou, on disait tout à l'heure, même de la rente, ne sont pas des mauvaises gens. Le travail, c'est une façon, enfin, c'est un bien, qui a un prix, qui s'échange, mais l'ériger en valeur morale, quelque part, c'est stigmatiser ceux qui ne travaillent pas, comme si eux, ils n'avaient pas compris la vraie vie, ou eux, ils n'étaient pas dans l'ordre moral des choses. Et c'est quelque chose qui peut avoir des effets très contre-productifs parce que très stigmatisants. Oui, bonjour, Bruno Sédou. Donc, j'ai beaucoup ancien DRH pendant une quarantaine d'années. Et j'ai beaucoup apprécié vos interventions, notamment sur la confiance et les indicateurs. Gagner la bataille de la confiance, c'est bien, mais la confiance, c'est entre des hommes libres. Or, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une contradiction entre l'inflation de textes législatifs et l'énormité du Code du travail en France et cette liberté qui est nécessaire pour établir des liens de confiance? Et la question, elle concerne aussi les indicateurs, parce que les indicateurs, c'est très bien, mais à partir du moment, et c'est très bien, mais vous nous dites que ce n'est pas suffisant, et il faut justement ne pas regarder que les indicateurs. Or, on nous crée des indicateurs en permanence, supplémentaires dans le Code du travail. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette attitude de l'État, cette inflation de textes législatifs qui nuirait à l'établissement d'une relation de confiance, d'une relation humaine qui ne soit pas uniquement une relation de droit et de considération d'indicateurs?
Et puis, si vous permettez, j'adresserai une autre question tout à fait différente à Jean-Claude Seyss ou André Comte-Sponville. Qu'est-ce que c'est que Bastille Magazine qu'on a sur nos tables? Vous avez raison, la confiance, c'est entre des hommes libres. Il y a d'un côté beaucoup de textes avec un code du travail assez épais. Et puis de l'autre, il y a aussi un lien de subordination. Et la confiance, ce n'est pas la confiance de l'employeur dans les travailleurs, c'est aussi la confiance des travailleurs dans leur employeur. Pour pouvoir oser, pour pouvoir avoir le droit à l'erreur, pour pouvoir prendre des risques, pour pouvoir innover. Ça veut dire que cette confiance, elle doit s'établir dans les deux sens. Donc, peut-être, là, je laisse à chacun l'appréciation que peut-être que certains pensent que le Code du travail est trop fort par rapport au lien de subordination. Certains pensent que ce n'est pas encore assez fort pour essayer de rééquilibrer un petit peu. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Par contre, je pense que le dialogue professionnel peut être une clé de cela. Si on reprend le sujet des conditions de travail, si je prends le Code du travail en disant, eh ben voilà, encore une obligation de plus, j'ai un document unique à faire, et puis tous les ans, il va falloir que je fasse la liste de mes indicateurs, la liste de mes risques, et puis en face, que je fasse tout ce que je dois faire, et puis l'indicateur qui va avec, c'est une pression supplémentaire. Si c'est, voilà, une occasion de réunir les travailleurs par service, par atelier, par chantier, et de leur dire, on fait le point, là, par rapport aux documents, là, dans les risques qu'on avait vus, est-ce qu'il y a des nouveaux risques qui sont apparus? Comment on peut essayer d'y répondre? Ça devient un outil de dialogue. C'est plus un outil de reporting, ça devient un outil de dialogue. Je vais prendre un exemple dans le monde du BTP. Dans un événement qu'on a fait au CESE, on a donné la parole à des organisations d'employeurs, de salariés. Et il y en avait dans le BTP et du côté salarié et du côté employeur. Et ce qui est remonté très fort, c'est le Code du travail, aujourd'hui, prévoit qu'il y a des intempéries qui permettent de cesser un chantier et ça donnera droit au chômage partiel et donc ça permet d'arrêter. Il y a le froid, il y a le verglas, il y a les orages, il n'y a pas la chaleur. Il n'y a pas la chaleur. On a des canicules comme on n'en a jamais eu depuis jamais, voilà. Et on sait que ça va aller avec des canicules plus fréquentes, plus chaudes, plus longues. Eh bien, on n'a pas dans le Code du travail. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les entreprises, ils ne sont pas bêtes, ils font. Bah oui, mais on a eu 6 morts de chaleur cette année, notamment par des coups de chaleur. Donc, dialoguons. Donc, à la suite de cet échange-là, la proposition du CESE, ça a été d'intégrer les chaleurs élevées dans les autorisations à pouvoir arrêter un chantier en déclenchant du chômage partiel. Donc, dialoguons sur ces sujets, voyons comment on peut améliorer les choses. Je pense que le dialogue professionnel, pas du dialogue institutionnel, pas le dialogue pour répondre aux obligations, le dialogue de bonne foi sur comment ça se passe au travail, là. Comment on peut organiser mieux le travail. Tout le monde a un intérêt. Les travailleurs seront en meilleure santé, ils trouveront plus d'intérêt à leur travail, ils se sentiront considérés, donc plus motivés. Et du côté de l'entreprise, on retrouve de l'engagement, de la fidélisation et de la performance. Donc ce dialogue professionnel me semble être une façon de ne pas rester dans dialogue institutionnel versus obligation légale, mais d'essayer de rentrer dans un nouveau mode de dialogue autour du travail. Alors, attendez, il y a une deuxième partie à la question, mais qui est assez amusante par rapport aux deux parties. Enfin, les deux parties sont liées, bien que l'auteur de la question ne puisse pas s'en rendre compte. En réalité, nous avons reçu ici, il y a quelque temps, pour parler management, un officier des forces spéciales françaises. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça existe aussi. Les gens des forces spéciales donnent des cours de management. Hein, et ce n'est pas des cours de philosophie, c'est des cours de pratique. Et quel était le message principal? C'est qu'il fallait faire confiance, il fallait être au service de ses collaborateurs. Enfin, c'est le rapport humain qui détermine le comportement des soldats, en l'occurrence, mais c'est valable d'une manière un peu universelle, nous semble-t-il, hein, qui va déterminer leur comportement, même dans les conditions extrêmes.
Il ne s'agit pas de leur faire un petit travail, il s'agit éventuellement de se faire dézinguer. Ils le font parce que la qualité de la relation humaine leur fait comprendre que ça vaut le coup. Et il se trouve que j'avais répondu à une question qui s'était posée à ce moment-là dans le cadre de cet exposé, et le rédacteur en chef de cette revue m'a demandé s'il pouvait en reproduire le contenu dans sa revue, qui me parut une très bonne revue, et donc j'ai accepté. Et voilà, alors je ne sais pas si c'était exemplaire-là, mais peut-être, monsieur Emmanuel, pouvez-vous dire deux mots de ce qu'est votre revue? Je propose de terminer d'abord l'intervention de madame. Oui, bon, d'accord. Il ne s'agit pas de faire du marketing, il s'agit simplement d'exposer un petit peu ce que c'est. Olivier Dutheillet de la Motte, avocat associé chez Francis Lefebvre. Merci beaucoup pour votre intervention très riche. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, qui à mon avis aurait pu l'être dans le cadre d'un rapport qui a pour ambition de réorganiser le travail. C'est le sujet des nouvelles formes d'emploi, les plateformes, le travail indépendant, le portage salarial, dont moi je constate dans ma pratique professionnelle qui se développe beaucoup à l'heure actuelle et qui a l'air d'être une formule assez prometteuse. Donc en fait, j'avais deux questions à vous poser. La première, pourquoi vous n'avez pas traité ce sujet? Et deuxièmement, comme vous avez conduit des travaux très riches, avec beaucoup de contributions, etc., est-ce que vous avez fait quand même un certain nombre de constats sur ce point? On n'a pas traité ce sujet de façon spécifique. Ce n'était pas particulièrement la commande, mais comme je vous disais, on s'est vite rendu compte qu'il fallait que nos travaux et nos préconisations surtout adressent toutes les formes d'emploi, et notamment les nouvelles formes d'emploi. Et en particulier le sujet des travailleurs de plateforme ou des auto-entrepreneurs. La question du portage salarial, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'on le mentionne une fois, mais ce n'est pas traité de façon spécifique, mais c'est une forme entre le salariat et l'entrepreneuriat. Toutes nos recommandations, elles disent qu'elles doivent s'adresser à tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Et on s'est plutôt justement focalisé sur ce qui était transversal au travail, quel que soit le statut, plutôt qu'adresser chacun des statuts. Mais vous avez raison que c'est un vrai sujet. Et d'autant plus que sur ces nouvelles formes d'emploi, il peut être, là encore, choisi ou subi. Voilà. On sait que beaucoup de jeunes qui sont sur les vélos, ce n'est pas forcément le travail qu'ils auraient voulu faire, voire même, des fois, on leur suggère, quand ils sont au chômage ou dans l'émission locale, de faire cette activité pour ne pas être sans rien faire dans un premier temps, mais ce n'est pas ce qu'ils auraient souhaité. Et on voit aussi que parfois ça peut être un vrai choix pour se développer dans l'entrepreneuriat, en parallèle d'ailleurs d'un travail salarié, pour tester une piste d'activité. Donc ce sont des nouvelles formes qui se développent, qui sont quand même pas encore aujourd'hui majoritaires, mais c'est pas tant parce qu'elles sont pas majoritaires, même les travailleurs de plateforme, on est à moins de 1% de la population au travail, mais c'est ce qu'elles disent de l'évolution du rapport au travail. Ça va avec le fait qu'un jeune aujourd'hui changera 13 à 15 fois d'employeur. On ne peut plus penser la relation au travail, et un employeur ne peut plus penser comment il va recruter des personnes de la même façon aujourd'hui qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a une multiplicité de formes d'emploi qui se sont développées et qui font qu'il y a du coup une multiplicité d'offres et de parcours subis ou choisis par les différentes personnes. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Voilà, merci. Avant même de réinterroger dans la relation au sein de l'entreprise, de réinterroger la pyramide de Maslow, au plus profond de notre culture, j'observe que dans vos statistiques, on voit que les bons élèves sont des pays de culture protestante, on va dire ça comme ça. Donc une relation à la transcendance, une relation à la verticalité qui est différente de nos pays latins, nos pays plutôt catholiques. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en Italie ou en Espagne, mais c'est un paramètre sur cet élément de culture qui est au très fond de nous, sur lequel il faut travailler, semble-t-il, pour aménager la relation avec le chef d'entreprise. C'est le premier point. Et le deuxième point, nous sommes très fiers de notre protection sociale,
de notre législation du travail qui est très protectrice à l'endroit des salariés, mais tout ceci a un coût et pèse sur le coût de l'heure du travail. Et j'aimerais savoir, est-ce que la réflexion que vous menez est menée également au niveau européen pour toujours la même chose, essayer d'homogénéiser les conditions de compétition, parce que la France ne se porte pas très bien quand on regarde notre balance commerciale. Parmi les insuffisances ou ce qu'on aurait pu faire mieux, il y a cette dimension de benchmark européen qu'on n'a pas eu le temps de faire, et vous avez tout à fait raison. Par contre, alors moi je ne connais pas je me prononcerai pas sur la dimension philosophique par rapport à notre culture et en quoi elle peut modifier notre relation dans les rapports sociaux au travail. Je reviens sur le plan strict de la culture de la prévention et des chiffres. On a des chiffres qui sont moins bons qu'en Italie ou qu'en Espagne. Sur les accidents du travail en 2019, sur les accidents mortels, nous étions 27e sur 27. Il y a 2 personnes qui meurent par jour en France au travail. Voilà. Et on est 27e sur 27 en 2019. Depuis 2-3 ans, enfin les derniers chiffres de 2021, ça va un peu mieux. On est juste dans le dernier tiers encore. Voilà. Donc on est 9e en partant du bas. Voilà. Sur les accidents graves non mortels, on est avant-dernier sur 27. Donc je pense que ça, ce sont des chiffres Eurostat. Voilà. Je ne sais pas si c'est juste une question de culture ou, enfin, je veux dire, plus globale de la société, ou si juste c'est un sujet qui a arrêté d'être regardé, arrêté d'être traité, arrêté d'être pris en charge, parce qu'on avait cette idée que nous, on était plutôt bons. Voilà. Et je pense qu'il y a une alerte rouge sur le fait, et d'ailleurs le ministre du Travail la porte aussi, son attention aux accidents du travail, il nous l'a répété systématiquement à chaque fois qu'on l'a vu. Ça ne diminue pas en France depuis 15 ans. Donc il y a là un vrai sujet quand même, et je pense que ce sujet de la santé, c'est le symptôme de tout ce qu'on se dit avant sur l'attention à comment on fait son travail, à comment on vit au travail, à quel est le sens du travail. Le fait que les risques psychosociaux deviennent plus importants que les accidents du travail disent des choses de tout ça. Donc, je pense qu'il est temps de remettre le lien entre comment on vit le travail, comment il est organisé et ce que ça produit très concrètement. Voilà. Et s'il peut y avoir un débat sociétal et philosophiques qui viennent à l'appui de ça, c'est tant mieux. Mais j'avoue que moi, je suis pas très... je suis plutôt du côté pragmatique et je n'ai pas les compétences pour après faire une analyse plus fine. Bonjour, Bruno Verken, je suis directeur monde de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du groupe Danone. En 2018, j'ai constaté l'inversion que vous avez cité entre les accidents du travail et les risques psychosociaux. J'ai donc décidé de devenir élu du personnel et délégué syndical, ce que je suis depuis maintenant 4 ans. Merci infiniment de votre intervention. C'est une grande joie aujourd'hui pour moi d'entendre qu'on va reparler du travail. On a énormément parlé de l'emploi. C'était très important, bien sûr. On connaît les ravages de l'absence d'emploi, mais on va reparler du travail et c'est vraiment très fondamental. Donc merci infiniment. J'attendais ça depuis 15 ans. Dans les constats et particulièrement les causes racines de la crise que vous avez évoquée, vous n'avez pas parlé de la financiarisation. Et je pense que, en tout cas, en tant qu'observateur de la vie économique des entreprises du CAC 40, et je pense des grandes entreprises, celles-ci jouent un rôle absolument fondamental. Vous l'avez évoqué dans l'invisibilisation du travail à travers les KPI, dans la réduction des coûts. Il faut le dire, le travail fait l'objet d'une chasse à l'homme dans nos entreprises. Il faut avoir le courage de le dire et de le regarder en face. Et une court-termisation. Et je voulais savoir si dans les groupes de travail que vous avez menés, il y a eu une réflexion sur la fiscalité. Je m'explique. Le travail aujourd'hui, c'est un centre de coût dans le compte de résultat d'une entreprise.
alors que les investissements dans l'intelligence artificielle, les machines, sont au contraire, passé les 3 ans de période d'amortissement, à l'actif du bilan. Et le travail porte en plus tous les coûts de la protection sociale, retraite, AT-MP, branche famille, etc. Et donc structurellement aujourd'hui, dans la manière dont on fait le bilan du travail dans nos comptes économiques de l'entreprise, le travail est défavorisé et dévalorisé. Donc je voulais savoir si, c'est ma première question, si vous avez été amené à traiter cet aspect de la cause racine qui est la financiarisation et derrière la reconnaissance du travail dans les comptes de l'entreprise. Ça c'est sur l'axe 1. Sur l'axe 4, est-ce que vous avez envisagé de revenir sur le pouvoir des CHSCT? Vous avez souligné effectivement la dégradation assez conséquente qu'on observe. Les chiffres de l'absentéisme le montrent clairement, vous l'avez rappelé. Donc revenir sur le pouvoir des CHSCT. Vous avez aussi, et je me posais la question de savoir si vous avez abordé le problème de la médecine du travail. Il y a 3 ans, il y avait 8000 médecins du travail en France. Il y en a 5000 aujourd'hui. Et quand on parle des problèmes des risques psychosociaux, Danone a été la première entreprise du CAC 40 à mettre en place un tableau de bord des burn-out. Et la COMED, l'association des médecins du CAC 40, est en train de proposer une instruction pour permettre de déployer ce type de tableau de bord. Mais on a besoin de médecine du travail. Un accident du travail, c'est simple. Vous vous coupez parce que vous n'avez pas de pays, c'est direct. Voilà. Les risques psychosociaux, ça exige la présence de la médecine du travail. Ce secteur est particulièrement en danger, on va dire, paupérisé, peu reconnu. Est-ce que vous avez abordé ce sujet-là? Voilà. Et puis ensuite, dernière remarque sur le dialogue professionnel. J'entends bien ce que vous voulez dire, mais en quoi ce dialogue de bonne foi va-t-il corriger ou compléter quelque chose que le dialogue social avec les représentants du personnel ne permettrait pas? Voilà. Je vous remercie infiniment. C'est bien parce que je peux repartir pour 3 quarts d'heure. Vous reviendrez. Je vais essayer de répondre. Excusez-moi, ça sera forcément un peu court. Mais sur le premier sujet, bien évidemment, et d'ailleurs je m'attendais à avoir des questions sur rémunération quand même, c'est un élément de cette reconsidération. Et en fait c'est plutôt rémunération, partage de la valeur, fiscalité. Tout ça c'est un ensemble qui mérite d'être creusé. Nous avions du mal à en parler pendant notre rapport puisqu'on était en pleine négo sur le partage de la valeur en parallèle, donc on ne s'est pas trop autorisé à aller sur ce terrain-là, mais vous avez absolument raison. À un moment donné, ce débat social et sociétal qui est nécessaire devra se traduire dans la façon dont on compte la richesse d'un pays, d'une entreprise, dont on mesure la performance d'un service public, en intégrant le travail, pas comme un coût, ou pas seulement comme un coût, mais comme quelle richesse il produit et quelle solidarité il permet aussi. Pas oublier que c'est la source des solidarités nationales de beaucoup d'aspects. Et c'est vrai aussi sur l'aspect environnemental. Je pense qu'il faudra aussi revoir la comptabilité et les actifs passifs des entreprises en donnant une valeur très forte à l'environnement pour justement que les arbitrages qui doivent se faire en s'adaptant tout en permettant d'atténuer le réchauffement climatique prennent en compte cette dimension-là. Donc oui, il y a un grand chantier fiscalité et comptabilité pour traduire très concrètement ces sujets-là. Enfin, à la fois les traduire et en être des leviers pour de la généralisation. Et bien sûr, la financiarisation de l'économie, et peut-être plus prosaïquement parce que je vais venir sur des sujets de politique publique, peuvent être à l'origine. Je reviens sur les métiers de la cohésion sociale, je vais vous donner un exemple. Une directrice d'un centre social, donc qui accueille, qui travaille avec des éducateurs, avec des assistantes sociales et qui accueille des jeunes, nous raconte l'année dernière, elle a un budget annuel de 300 000 €. 5 financeurs différents, 5 projets différents, avec des dossiers à remplir, avec des indicateurs, bien évidemment, jamais 2 fois les mêmes, avec du reporting à faire. Chaque année, alors que c'est une reproduction en fait tacite, mais non, ce n'est pas tacite. Il faut refaire le dossier à chaque fois. Depuis cette année, en 2 ans, ça a évolué, elle est passée à 15
financeurs différents, toujours pour ces 300 000 euros, parce qu'il n'y a plus la confiance, parce qu'on ne donne plus un budget de fonctionnement à une structure en disant merci d'accompagner X jeunes pendant 3 ans et on regardera au bout de 3 ans où vous en êtes. Non, c'est des micro-projets annuels avec tout un système de présenter son projet, de trouver les indicateurs, de faire les reporting. Elle est directrice de reporting à temps plein. Et elle n'a plus du tout le temps de pouvoir accueillir des gens, aider des managers de son équipe, prendre en charge une situation difficile. Et eux-mêmes, elle demande évidemment aux personnes qui travaillent avec elle de remplir, de l'aider à remplir. Voilà. C'est du travail empêché. Voilà. J'en ai 10 000 des histoires comme ça à vous raconter dans le secteur du social, mais je n'aurai pas le temps ici, mais il y a un très bon rapport donc, du CESE sur le sujet. Sur le CHSCT, voilà typiquement un sujet où on avait des lignes rouges de certains acteurs et des volontés très fortes de revenir sur ce qui avait été supprimé en 2017 d'autres acteurs et que notre mandat n'était pas de mener une négociation. Par contre, le constat que nous avons fait là, c'est qu'effectivement, on ne peut que constater qu'il y a moins de dialogue social de proximité. Voilà. Il y a moins de CHSCT, puisque vous avez tous en tête, hein, c'est qu'on est passé de 50 à 300. Donc, il y a beaucoup moins d'entreprises, beaucoup moins de sites, beaucoup moins de lieux où il y a cette obligation de discuter sur le travail tous les trimestres. Donc, l'idée, c'est on revient ou on ne revient pas en arrière, peu importe la solution, mais il faut trouver une solution parce qu'on ne peut pas faire de la maîtrise des risques, de la culture de la prévention santé au travail, de redonner du sens collectif au travail si on n'épare pas des situations de travail. Il faut partir des situations, de la réalité des situations de travail. Je pense que les financeurs, les 15 financeurs, n'imaginent pas une seconde ce qui se passe quand ils lancent un appel d'offres. Donc il faut qu'ils aillent sur place, il faut voir ce qui se passe. Quand on prétend mettre en place un dispositif qui va permettre de redonner du sens, d'expliquer, de prévenir les risques, ça ne peut pas se faire en dehors des situations de travail réelles, de la réalité des situations de travail. Ce que nous avons proposé dans un cadre qui était assez conflictuel sur le sujet, parmi toutes les personnes qui étaient autour de nous dans ces assises, c'est qu'à minima, dans les branches professionnelles où il y a des risques les plus importants, la négociation de branche impose de recréer des lieux où on parle des conditions de travail, quelle que soit la taille de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est une recommandation que nous avons faite. Et bien évidemment, la médecine du travail fait l'objet de préconisations parce que nous nous sommes inscrits dans nos travaux sur la droite ligne de la loi santé-travail de 2021 qui reprend l'accord national interprofessionnel de 2019 sur la santé au travail et qui fait des services de santé au travail, qui s'appellent maintenant les services de prévention et de santé au travail, les SPST, la porte d'entrée des entreprises. Pour pas qu'elles aient 15 000 interlocuteurs sur ces sujets, il y a une porte d'entrée, c'est le service de santé au travail. Donc c'est eux qui doivent aider les entreprises dans les documents uniques d'évaluation des risques, dans l'accompagnement des situations de travail compliquées. Mais ce qu'on sait, c'est que les services de santé au travail sont malades, profondément malades, sont complètement débordés et ont un vrai problème d'attractivité de médecins du travail. Donc il y a un certain nombre de préconisations pour que les infirmiers et infirmières de la médecine du travail puissent avoir d'autres fonctions. Mais je dois vous dire, pour avoir une petite note positive quand même, parce que j'ai un peu l'impression de plomber l'atmosphère ce matin, qu'on a aussi rencontré des services de santé au travail qui étaient assez formidables. Et pour dire que parfois, la numérisation, l'intelligence artificielle peut aider, c'est le service de santé au travail du Cher, où ils avaient dans leur portefeuille de PME, je crois, 11-12% des entreprises qui avaient un document unique d'évaluation des risques et une sinistralité assez forte. Et en fait, ils ont mis en place un logiciel, donc ils ont fait par eux-mêmes, ils n'ont pas attendu qu'il y ait des consignes nationales, mais ils ont testé un logiciel qui est en fait une sorte de plateforme collaborative entre eux, services de santé au travail, et toutes leurs entreprises clientes. Ce qui a permis déjà de désengorger complètement tout le travail administratif qui était réalisé par des médecins et des infirmiers. Donc déjà, récupérer énormément de temps médical et d'accompagnement en étant
en ayant plus ce travail administratif qui se fait automatiquement, la gestion des visites médicales, etc. Et puis, la directrice a eu une petite idée un peu sioux. Comme c'était un nouveau système, ils ont envoyé à toutes leurs entreprises clientes, voilà notre nouveau système, vous pourrez avoir accès directement à un tas d'informations en vous connectant, donc il faut juste que vous vous enregistriez. Et au moment où ils s'enregistraient, il y avait une case « Voulez-vous être accompagné pour faire votre document unique d'évaluation des risques ?» Et la case était cochée par défaut. Et pour la décocher, il fallait téléphoner. Si vous voulez la décocher, téléphonez au service de santé au travail. Donc, ceux qui ne voulaient pas, appelaient. Et là, pendant 2-3 mois, ce n'était pas un administratif qui décrochait, c'était un préventeur qui disait « Mais pourquoi vous ne voulez pas le faire ? Ah, vous en avez déjà un ? Il date de combien de temps ? Comment vous l'avez fait ? Ah, vous ne saviez pas que c'était quelque chose ? Vous croyez que c'était juste un truc comme l'URSSAF ? Non, non, je peux vous expliquer. » Et tous ceux qui avaient la case cochée ont été convoqués à la médecine du travail pour voir un petit film, pour montrer ce que c'était que les risques professionnels et en quoi ça les mettait en difficulté, mais en quoi des gens en bonne santé aideraient leur entreprise à aller mieux. Et la première année, le service de santé au travail, avec un petit renfort de personnel et puis surtout tous ces médecins qui avaient récupéré du temps, on dit la première année, on vous aide seulement sur les 2-3 principaux risques, les plus graves. C'est tout, on fait que ça. Et la deuxième année, ils travaillent l'ensemble des risques professionnels. Ils sont arrivés à 93% d'entreprises qui sont dotées d'un document unique d'évaluation des risques, accompagné par le service de santé au travail et fait en lien avec les partenaires sociaux. Donc, pour dire que des fois, c'est des trucs et astuces, ça relève qui permettent d'avoir une vraie stratégie. Et ça dit aussi qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les entreprises qui ne sont pas dans ces démarches-là. La plupart du temps, il n'y a pas... elles n'ont pas conscience, de ce qui se passe dans la réalité du travail, et elles n'ont pas forcément conscience des appuis qu'elles peuvent avoir pour développer. Et je pense que les difficultés, les métiers en tension aujourd'hui, on dit que 7 métiers sur 10 à peu près sont en tension, vont obliger à repenser un peu différemment les choses. Pour le recrutement, on avait tellement l'habitude de faire... une offre d'emploi dans laquelle on veut le mouton à 5 pattes et miracle, on a 50 offres d'emploi pour le métier et on n'a plus qu'à choisir. Ça, c'est fini. Ça veut dire qu'il faut penser, en fait, de quoi j'ai vraiment besoin. Qu'est-ce que je suis prêt à former, sur quoi je suis prêt à former quelqu'un. Je me donne quels moyens pour accueillir la personne. Quelles sont les compétences dont j'ai vraiment besoin. La façon dont on va recruter va changer et la façon dont on va gérer aussi toutes ces difficultés doit être revisitée aussi à l'aune de ces difficultés de recrutement. C'est un vrai levier aussi pour repenser ces sujets. Et alors, petite chose que je ne peux pas laisser là, sur le dialogue professionnel, c'est pas que le dialogue professionnel ferait mieux que le dialogue social. Parce que le dialogue, ce que nous défendons, c'est un dialogue social et professionnel. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut reparler avec les représentants des salariés. Et il faut les associer, et c'est pas il faut les associer, ils sont membres de ce dialogue professionnel. Par contre, dans des PME où il n'y a pas de représentants du personnel, ou dans des entreprises où le dialogue social est complètement bloqué, ou durablement ou momentanément sur un sujet, il faut qu'il y ait quand même ce dialogue sur les organisations du travail. Il faut absolument discuter de ces sujets-là. Et on peut très bien imaginer des dispositifs d'écoute qui se mettent en place à l'initiative d'un employeur, avec les managers, avec les organisations syndicales, et qui s'adressent à l'ensemble des salariés. Par contre, quand on écoute, il ne faut pas oublier de répondre. Voilà. Oui, bonjour, merci beaucoup, madame. Anne-Françoise Berton, conseil en innovation dans la filière santé. J'ai 2 questions, mélange de témoignages aussi. J'ai pas mal travaillé avec des Scandinaves, notamment dans l'industrie pharmaceutique, et je constate que c'est quand même les pays nordiques dans lesquels on a les meilleurs indicateurs d'une manière générale, que ce soit travail, santé ou autre. Le nouvel Eldorado semble être là-bas. Et quand on discute avec eux, ils nous disent on a quelques difficultés à collaborer parfois avec la France, notamment parce qu'il y a les 35 heures et qu'on a l'impression que les Français
sont joignables jusqu'à 21h pour pouvoir partir en RTT et en congé, alors que nous, on finit à 17h, les cadres supérieurs pointent pour s'assurer de la qualité de vie et l'équilibre vie professionnelle-travail. Donc ma question par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez eu un débat justement sur les 35 heures dans ce contexte de rapport qualité de vie au travail? Est-ce qu'on envisage, au-delà de la semaine des 4 jours, de revenir sur ce type d'acquis? Parce que l'autre sujet pour eux, c'est si on travaille des journées plus courtes, mais on travaille plus longtemps, ça rejoint ce qui a été dit par le président de la République sur les écoliers prochainement d'ailleurs pour les vacances scolaires. On peut aussi faire travailler les seniors différemment, donc c'est un autre sujet français embrassé différemment dans les pays scandinaves, avec le système du tutorat, où il y a un emploi des seniors qualifiés, avec accompagnement des jeunes, ce qui n'est pas du tout la philosophie française, où on préfère qu'ils partent plus tôt parce qu'ils coûtent plus cher, et pour faire venir des jeunes qui coûtent moins cher. Donc est-ce que cette analyse, je dirais, du succès scandinave avec ce prisme-là a été pris en compte ou va être pris en compte dans vos discussions? Et ma deuxième remarque, c'est sur la prévention, puisque le ministère de la Santé s'appelle maintenant le ministère de la Santé et de la Prévention, que vous savez que le 2% seulement de la loi de financement de sécurité sociale est affecté à la prévention, alors que la prévention rapporte 100 fois plus que ce qu'elle coûte. Comment est-ce que, dans ce contexte de prise en compte post-Covid de la nécessité d'investir dans la prévention, est-ce que le ministère de la Santé et vos travaux sont en train de réfléchir si c'est le cas? Et une petite remarque à titre personnel, parce que j'ai été contractuelle pendant 3 ans au ministère de la Santé. Le jour où je suis sortie, on m'a dit l'exception française du contractuel, c'est que vous n'avez à partir de demain ni prévoyance, ni mutuelle, aucune portabilité. Donc je l'ai découvert à mes dépens. Mais est-ce que ça, c'est des choses qui vont être justement travaillées pour inciter à ce que des personnes puissent être candidats contractuels, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Merci. Je vais commencer par la fin. C'est la préconisation sur l'étude de l'ensemble des droits sociaux, où on se dit tout le monde est plutôt bien couvert, et c'est vrai qu'en majorité, la plupart des catégories de travailleurs ont un bon accès à une bonne couverture sociale. Mais il y a des trous dans la raquette. Le fait que quand on est contractuel de la fonction publique, et j'ai vécu ça aussi pendant 10 ans, j'ai été 10 ans au ministère du Travail avec mon CDD renouvelé tous les 3 ans, et ben non, là, la portabilité, on n'y a pas droit. Voilà, ça fait partie des sujets, tout comme quand on est vacataire dans la fonction publique sur des durées de 2 jours ou de 3 jours, il y a un tas de choses auxquelles on n'a jamais droit. Je ne sais pas si ceux qui ont connu la fonction publique, combien de visites médicales du travail vous avez pu faire. Je pense en termes de prévention, aucune, ou peut-être au mieux une dans toute votre vie. Donc c'est pour ça qu'il y a une préconisation qui dit faisons le point là-dessus, quoi. Parce que c'est important de ne pas laisser d'angle mort par rapport à des droits qui sont des droits de sécurisation de chacun. On va demander aux personnes parce que quand on dit on va changer 13 à 15 fois, c'est pas forcément que les gens ont envie de changer 13 à 15 fois. Donc on va demander aux gens d'être capables de s'adapter, de créer leur entreprise, de repartir dans le monde salarié, mais il faut encore que les droits suivent. Enfin, pas les droits, que la sécurité sociale attachée au travail qu'on fait suive. Donc ça, c'est un enjeu très important, effectivement, de socle de droit dont on doit dire tous ensemble, c'est quoi le socle de droit? Est-ce que la portabilité, finalement, c'est pas un droit essentiel ou c'est un droit essentiel? Si c'est un droit essentiel, comment on l'organise pour tout le monde? Et c'est pour ça que, effectivement, quelles que soient les formes d'emploi, même les nouvelles formes d'emploi, il faut que ce continuum se fasse. Après, sur les 35 heures, vous voyez que en 2-3 mois, et compte tenu de la diversité des points de vue, on ne s'est pas trop focusé sur les 35 heures, la semaine de 4 jours, même si on a quelques préconisations. Semaine de 4 jours, on propose de faire un bilan, de confier d'ailleurs au CESE, un bilan de ce qui se passe en matière de semaine de 4 jours dans les différents pays où il existe, et en France, et de faire déjà un point sur qu'est-ce que dit la loi. Est-ce qu'il y a besoin de faire une nouvelle loi ou quelque chose, ou qu'est-ce que dit la loi, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Et donc, on propose, nous, sur ce sujet-là, de faire un peu le bilan et un partage de bonnes pratiques. Mais plus que les 35 heures ou la semaine de 4 jours, l'idée, c'est, face à l'intensification du travail, il faut
reprendre le temps. Quand je dis reprendre le temps, c'est pas un éloge. Moi, je suis pas du tout sur le droit à la paresse et l'éloge. Mais ce que les gens ont besoin et ce que les entreprises ont besoin que leurs travailleurs fassent, c'est le pouvoir faire bien son travail, être fier d'un travail bien fait. Et ça nécessite parfois de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, de discuter avec un collègue, de faire le point avec sa hiérarchie, pas dans le cadre d'un entretien d'évaluation, mais d'une demande de conseil. Donc, il faut décompresser le temps du travail dans une logique de faire bien son travail enfin, voilà, de performance, et il faut négliger aucun des dispositifs possibles. Ici, ça sera 35 heures qui doivent être revues autrement. On a vu plein d'entreprises qui ont généralisé les forfaits cadres. Ici, ça sera de mettre en place la semaine de 4 jours. Ici, ça sera de travailler sur 4 jours et demi et non pas 4 jours. Ici, ça sera un comptant épargne avec des modalités spécifiques pour pouvoir l'utiliser. Mais il y a besoin d'adapter, effectivement, et de donner de la souplesse dans les différentes façons de concilier un temps de travail et un temps de vie qui permettent à chacun d'avoir une vie en dehors du travail, comme dans les pays scandinaves, et selon des modalités qui peuvent être différentes. C'est pas la même chose quand on travaille dans l'agriculture et qu'on est tellement dépendant de la météo et des saisons que quand on travaille, ou quand on travaille même à l'éducation nationale où il y a un calendrier scolaire, ou quand on travaille dans une mutuelle où on est avec d'autres types de calendriers, d'autres types de contraintes. Et c'est pas la même chose aussi, même en termes météo ou en termes démographiques, quand on est à Lille ou quand on est à Bordeaux ou quand on est dans la vallée de la Roya. Voilà. On n'est pas exposé au même sujet. Donc, discutons partout pour voir et adapter les modalités. Je crois qu'il ne faut pas avoir de dogme figé sur ces sujets-là. Et je pense qu'en faisant le point sur ce qu'il existe déjà comme obligation légale et comme cadre légal, il y a déjà pas mal de souplesses qui peuvent être trouvées dans le cadre actuel pour pouvoir adapter par le dialogue dans les entreprises, dans les branches, au niveau interprofessionnel, les nouvelles modalités d'organisation du travail, de conciliation des temps et de désintensification du travail. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Martin Cohen-Solal. Attendez une seconde, ça sera la dernière question. Je demanderai qu'elle soit brève et ça permettra à Sophie Thierry de conclure. Bonjour, Jean-Martin Cohen-Solal, je suis médecin, mais je ne peux pas parler de travailler dans le santé au travail, même si c'est très important. Je pense qu'il y a une nouvelle forme de travail dont vous n'avez pas beaucoup parlé, c'est le télétravail, qui pose pour moi deux problèmes. D'une part, santé au travail, avec des burn-out liés au télétravail. Et deuxièmement, comment peut-on créer la confiance, les échanges dont vous avez parlé, qui sont fondamentaux pour effectivement donner du sens au travail, avec le télétravail qui se développe de plus en plus. Est-ce que c'est un point que vous avez pu aborder ou pas encore? Merci. Si, effectivement, le télétravail, en fait, il est en filigrane de tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, parce que c'est justement une nouvelle modalité d'organisation du travail. Sauf qu'elle n'a pas été choisie, elle a été imposée à tout le monde dans un premier temps. Aujourd'hui, c'est quand même un tiers des salariés, entre 30 et 33% des salariés. C'est important de se le redire, parce que des fois, on parle du télétravail comme si c'était quelque chose de général. Ce n'est qu'un tiers des salariés, 15 sur 3, qui a accès à ce télétravail. Et d'ailleurs, la semaine des 4 jours est arrivée aussi comme une revendication en disant pour tous ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, ça serait pas mal de pouvoir mettre notre semaine sur 4 jours. Et nous aussi, on aurait un jour par semaine où on peut rester à la maison, où on n'a pas à gérer les transports. Mais voilà, typiquement, le télétravail, c'est vrai que ça a été... je crois que personne ne veut revenir en arrière. Tous ceux qui ont fait du télétravail ne veulent pas revenir en arrière et perdre de télétravail. Par contre, il y a pas mal d'études maintenant qui montrent aussi toutes les limites du télétravail pour les personnes, et notamment celles qui ont énormément de mal à déconnecter. Et cette porosité entre les lieux et les temps de vie personnels et les lieux et les temps de vie professionnels. Et puis, ce que ça apporte de très négatif aussi dans les collectifs de travail. Tout ce qu'on vient de se dire là, c'est considérer la personne, se parler, dialoguer, écouter, répondre. Tout ça, que ce soit Teams ou Zoom,
ça ne le fait pas. Et d'ailleurs, on en parlait d'ailleurs juste avant, toutes les personnes qui ont été recrutées dans des entreprises pendant le confinement ou post-confinement disent la difficulté de s'insérer dans le collectif, d'avoir ce sentiment d'appartenance. À l'inverse, le télétravail, c'est aussi des temps de respiration et des gens qui retrouvent la désintensification de la charge de travail à la maison. Voilà, quand on lance la lessive juste avant la visio et puis on a pu l'étendre entre midi et 2, ça permet de récupérer du temps du week-end. Il y a plein de choses très positives aussi dans le télétravail, notamment sur les transports. Par exemple, ça évite dans la fatigue personnelle, quand on a 3/4 d'heure de RER le matin ou le soir, ou la ligne 9 pour les Parisiens, ça soulage quand même quand on peut se passer de ça. Mais tout ça doit être aussi des choses discutées. Je reprends l'exemple l'année dernière, 2022, les crises de canicule. Face à la canicule, beaucoup de CSE, réunions extraordinaires, 3-4 réunions de CSE extraordinaires en 3-4 mois de temps, et on décide télétravail augmenté, horaires de travail qui peuvent être changés. Mais il y a plein de gens c'était l'horreur pour eux d'être en télétravail augmenté pendant la canicule. Il fait une chaleur du tonnerre chez eux, ils ont un bureau qui est climatisé, ils n'avaient qu'une envie, c'est de venir au travail, même s'ils devaient avoir le temps de transport. Donc on voit bien qu'il y a, encore une fois, le télétravail, comme les 35 heures, comme la semaine des 4 jours, ce sont des outils, et à chaque situation de travail réelle, chaque collectif de travail, de trouver le bon équilibre. Et ça nécessite de partir des situations de travail, des situations de vie des personnes, du lieu dans lequel ils sont, du travail qu'ils font pour, ensemble, en discutant, trouver le bon équilibre. Très bien. Il nous reste à remercier très chaleureusement Sophie Thierry pour cette très belle prestation. Merci à vous.